tout le monde, le 3e épisode du Sales Boulot. On a renouvelé l'essai aujourd'hui avec en présence de Gervais. Gervais, ça fait plusieurs fois qu'on échange. Il a accepté, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quelques fois, comme je t'expliquais avant, on essaie de faire ce format qui est un peu plus dans la discussion. On a des choses à discuter. Gervais, à chaque fois qu'on s'est au téléphone, on doit s'appeler pour 2 minutes, à chaque fois on y passe 15 ou 20 minutes. C'est vrai. Donc je me suis dit, on a des choses à se dire, on va en profiter pour le faire sur ce format-là, avec bien sûr parler de l'univers sales, l'univers de la vente, et en particulier un sujet, c'est le sujet du jour qui te concerne pas mal, et ça fait partie des thèmes qu'on a évoqués. C'est le thème non seulement de la force commerciale, mais en parallèle aussi des technico-commerciaux et des sales qui ont une expertise forte ou dans des secteurs dans lesquels on a une expertise importante. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses partager un petit peu ton parcours, ton expérience, la faire partager à nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. On a dépassé la famille, ça y est. Ah, parfait. Et donc voilà, qu'on ait une discussion ouverte pour apporter des valeurs sur ces termes-là. Donc pour commencer, tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et sur quoi ça fait écho ces thèmes-là de la partie technico-commerciale comme on appelait avant. Oui, écoute, moi ça fait presque 30 ans que je suis dans le digital. J'ai commencé d'abord dans des gros cabinets tels qu'Accenture où j'étais consultant. Et après j'ai été piqué par le sales avec une expérience qui était intéressante. J'ai fait du porte-à-porte aux États-Unis, à Philadelphie, et quand je suis revenu, j'ai dit en fait c'est ça que je veux faire, du commerce. Et donc j'ai commencé à faire du commerce, d'abord en développant des régions, puis des pays pour certains cabinets. Okay. Et il y a 6 ans, j'ai décidé de monter une structure dans laquelle je ne fais que ce que j'aime, qui s'appelle NumeriQuest, dont l'ambition est justement d'identifier des entreprises ambitieuses. Alors, ambitieuses, je fais souvent la différence entre le rêve et l'ambition. Oui. Et en tout cas, d'identifier des gisements de croissance dans les entreprises et de structurer cette croissance-là. Et si le dirigeant veut, de l'accompagner sur le chemin de la croissance. Très bien. Donc avec bien entendu pas mal de clients dans le digital, vu que c'est un domaine que je connais et qui me permet aussi de revoir le business model. Mais en tout cas, l'idée c'est d'accompagner avec les équipes en place, ou des fois quand c'est des startups, des fois le commerce c'est un gros mot pour eux, donc ils me disent de le faire seul. Mais souvent en réalité ce qu'on fait, c'est qu'on co-construit et on co-exécute ensemble. Ouais. Exactement, ça c'est super intéressant sur les 2 points que tu dis. C'est souvent aussi la philosophie qui est envoyée par les dirigeants, ça part toujours des dirigeants, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et aussi sur l'environnement qu'on peut avoir nous dans l'écosystème startup avec le BIC là, que tu as pu visiter ici, où il y a beaucoup d'entreprises qui naissent de la partie technique ou industrielle, ou qui partent d'une compétence forte. Et après derrière, c'est assez intéressant la remarque que tu as fait, c'est des fois la partie commerciale c'est un peu un gros mot et ils ont du mal à le structurer. Toi, quand tu vois justement avec toutes ces expériences l'évolution du marché, c'est quoi pour toi qui a vraiment changé dans la relation, le curseur un peu entre l'expertise technique et la performance commerciale? En fait, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que on ne peut pas délivrer du commerce seul. Déjà, quand j'arrive dans une entreprise, moi, la première chose que j'aime, déjà quand le marketing et le commerce travaillent ensemble, parce que je trouve que c'est indispensable, surtout de nos jours, avec toute la partie digital sales et donc du coup accompagné par le marketing, mais aussi avec l'arrivée des technologies, qui viennent supporter les commerciaux, que ce soit des commerciaux avec un profil purement commerce ou des commerciaux avec un profil plutôt technique. En tout cas, je trouve que la technologie et de manière plus générale l'IA permet de nuancer un peu les écarts, de mélanger un peu les compétences et de pouvoir faire monter
en température l'un ou l'autre des profils. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est excellent. Ouais. Et donc tu sens que c'est quoi la bascule la plus pertinente là, de ce que tu as pu voir dans les équipes? Est-ce que ça a été plus facile donc, d'amener des profils tech vers des compétences commerciales, et ça fait aussi partie de ton expertise donc de conseil, peut-être de faire monter en compétences, ou inversement, au final le commerce c'est que du relationnel et on peut prendre n'importe quel bon commercial, il sera bon dans n'importe quelle industrie. Oui. Alors, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que les technico-commerciales ont de la pertinence sur le marché. Ouais. Et le deuxième point, c'est que il y a quelque chose qui est important dans le commerce. C'est pas tant le verbe. C'est plus en fait le commerce c'est scientifique. Le commerce c'est scientifique. J'ai raconté une anecdote. Hein. Moi, quand un commercial vient me voir, je lui dis pas c'est quoi le salaire. Je lui pose plutôt la question combien tu veux gagner. Et une fois qu'il m'a dit combien il voulait gagner, je lui dis bon écoute pour arriver à ce chiffre-là. Vu que c'est X% du chiffre que tu signes, tu devras faire tant de closing. Pour faire tant de closing, il faudra faire tant de rendez-vous. Pour faire tant de rendez-vous, il faudra passer tant de coups de fil. Et pour pouvoir avoir autant de leads à appeler, il faudra faire ça en amont. Est-ce que tu es capable de faire ça? Et s'il me dit oui, bon, on peut y aller. Hein, mais s'il me dit non, je lui dis bon, il faut qu'on rediscute. Il y a un contrat. Non, c'est vrai, il y a un côté mathématique. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, le commerce, à la fin de l'histoire, le résultat est souvent une conséquence du départ, c'est-à-dire le nombre de leads qu'on a au départ. Okay. Et pour ces leads-là, pour pouvoir les transformer, qu'on soit technique ou commercial, il y a une étape qui est importante, c'est l'étape où on ouvre grand ses oreilles, c'est l'étape de découverte. L'étape de découverte où si on est bon techniquement, on aura des signaux techniques qui vont nous dire là il y a opportunité. Si on est bon commercial, on va être capable de relancer la discussion pour être capable de capter le bon signal qui va nous donner des indications sur le deal potentiel. Donc pour moi il n'y a pas de vérité. Vraiment la technologie simplifie, en réalité fait ce que moi j'appelle maintenant aujourd'hui des commerciaux augmentés. C'est pas la technologie qui va remplacer les commerciaux ou les techs. Pour moi, ça ne fait que des profils qui vont être augmentés. Et qu'est-ce que ça veut dire augmenter? Pour moi, c'est qu'ils vont pouvoir aller plus vite, ils vont pouvoir aller chercher plus loin, ils vont pouvoir appeler au bon moment, avec les bons thèmes, et derrière pouvoir mieux suivre leurs opportunités parce qu'ils sont accompagnés. Donc c'est aujourd'hui, pour moi, c'est pas une question de profil, c'est une question de mindset, et c'est aussi une capacité de se remettre en cause. Quand on est technique, il faut pas rester sur un dogme que c'est la technologie qui va faire le deal. Et quand on est commercial, il faut pas rester sur le dogme que c'est son talent commercial qui va jouer. Le talent, effectivement, il joue, mais avant tout, il faut être structuré, organisé, outillé, pour être capable de vraiment tirer toute la quintessence de son potentiel. Mais ça, on a beaucoup d'exemples. J'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui m'a fait rire. C'est on a 2 oreilles et une bouche, il faut les utiliser dans ces proportions. Oui, c'est ça. Il faut écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Exactement. Et derrière, il y a aussi ça qui arrive après avec l'expérience. Et moi, je l'avais vu aussi dans une expérience que j'avais vue par le passé où je travaillais avec des avant-ventes. Et en fait, il y a aussi ce côté-là qui arrive de un peu de la relation commerciale qu'on doit apprendre, c'est que selon les interlocuteurs ou avec qui on parle, d'abord on ouvre le débat sur le besoin, et après on laisse la place aussi à des compétences complémentaires, où par exemple on va sizer une architecture de serveur. C'était à l'époque où je travaillais avec Gwenna et Laudran, voilà, où on travaillait vraiment sur des sujets de pouvoir mettre des choses très techniques. Et les deals où on arrivait à avoir le plus de succès, parce que là on travaillait en binôme, et je l'ai vu à beaucoup de reprises, c'était quand au final il y avait un duo avec un commercial qui comprenait la technique, qui permettait d'ouvrir les portes, et derrière
Ben, on avait eu un relationnel qui s'est installé, on est en phase de confiance, tu n'es plus en train de me vendre quelque chose, tu es en train d'écouter mon problème. Exactement. La personne qui vient derrière faire vraiment la partie purement technique de aujourd'hui, à l'époque c'était des serveurs, ça existe toujours, ou demain ça peut être comment on va déployer des nouvelles technologies d'IA, comment on va mettre des instances, etc. Oui. Et derrière, quand les techniciens arrivent à avoir cette compréhension aussi commerciale, là on arrive à vraiment sortir quelque chose de super intéressant et derrière on en revient à ce que tu disais, c'est comprendre le besoin. C'est clé. C'est clé. C'est vraiment ça. Ouais. Et donc justement, on se rend compte quand on fait le cliché un peu, moi je pense qu'il faut faire attention aux commerciaux qui pensent que justement, en fait, avec l'IA, ça va leur donner un joker magique. Non mais j'ai tout qui va me sortir, et déjà qu'avant des fois je connaissais pas grand chose et j'arrivais à marcher sur un fil et à m'en sortir. Alors maintenant j'arriverai encore plus, et je pense qu'au contraire il faut vraiment prendre ça sur je vais aller renforcer mes compétences et ma technique. Oui. Et revenir sur ce que tu disais, parce que le commerce, il y a aussi, c'est minime peut-être le bagou, le talent comme on dit, Oui. et derrière c'est une vraie technicité, Oui. et cette technicité elle peut aussi s'appuyer sur les outils. Exact. Et donc c'est un peu ce qu'on avait discuté ensemble sur les tactiques par exemple de Sharp, de pouvoir transformer des bonnes méthodes de travail et pouvoir les reproduire. Et d'ailleurs c'est la question suivante, c'est justement est-ce que toi tu as déjà vu, est-ce que tu as des anecdotes de profils techniques qui étaient tellement dans ce mindset là qu'ils avaient un peu des difficultés à adopter cette posture commerciale et qu'ils auraient bénéficié peut-être d'une montée en compétences, ou est-ce que tu as déjà dû le faire et ça a débloqué des situations? Oui, j'ai déjà accompagné des équipes où les personnes avaient plutôt des profils techniques au départ. Ouais. Et effectivement, ce qui est important, c'est de les déstresser par rapport à ça et de leur dire, déjà un premier point, c'est que le commerce, c'est pas sale. C'est pas sale, c'est au contraire, on est là pour. Côté gros mot, ouais. Et on est là pour on rend service au client, parce qu'on va lui apporter une solution à un problème qu'il a. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, au final, on les rassure quand ils voient que il y a une approche technique et scientifique aussi dans le commerce. C'est structuré. Ouais, ça plaît ça. Du coup, ils s'y retrouvent. Ils se retrouvent, c'est pas que de l'impro, c'est pas que du bagou. Oui. Il y a une technicité dans le commerce. Et donc ça les rassure. Et du coup, le passage vers le sales ou le marketing est beaucoup plus simple pour eux. Et en plus, quand on leur fait comprendre que ils ont des armes que, par exemple, un commercial classique n'a pas, parce qu'ils peuvent aller un peu plus loin sur la discussion, et que potentiellement, s'ils acquièrent quelques skills commerciaux qui, pour moi, sont plus faciles à acquérir de manière tardive plutôt que des skills techniques. Oui, c'est un peu avec de la maturité, avec de l'observation, de voir tout à fait. Sur le terrain. Ouais. Donc moi, je trouve que les profils techniques qui ont une appétence commerciale, ça peut être des très très bons commerciaux, et inversement aussi des commerciaux qui savent structurer leur pensée, qui savent structurer leur méthodo, toujours en s'appuyant sur de l'expérience et des outils. C'est extraordinaire. Moi, je vais prendre un cas, une fonctionnalité que j'utilise pas mal en ce moment dans Sharp, c'est la partie chat. Elle est incroyable. Ouais. La partie chat, une fois que j'ai fait tout le travail d'identification du lead et que je sais exactement la personne que je veux approcher, et que derrière je mets le profil de cette personne-là, si je peux rajouter le profil LinkedIn, et que il sait aller me chercher des signaux faibles, il sait aller me chercher comment je dois aborder l'entretien de découverte. En plus, j'ai retrouvé des choses que j'enseignais à l'époque, parce que j'enseignais dans des écoles de commerce, avec des approches telles que le spin et puis le challenger sales. Donc, qu'est-ce qu'on demande avec une découverte structurée, avec une approche intéressante sur les signaux faibles et puis les actes d'achat. Donc ça c'est superbe. C'est super pour un commercial. Et là, je leur dis oui, il y a quelque chose. Et des fois, c'est tellement riche qu'on peut arriver à l'inverse, de dire
au final, on a tellement d'informations. Est-ce que je vais être capable de l'intégrer et puis de la digérer tellement c'est riche. Donc il faut. Il y a ce côté-là, c'est exactement ça. Pareil, il y a un piège à avoir justement avec aujourd'hui les méthodologies qu'on peut tirer de l'IA. C'est que des fois, il y a trop de choses et ça fourmille et en fait, ça fait perdre l'attention. C'est ça. Et j'ai entendu donc des clients qui avaient peur de se dire, ils disaient en fait, moi, c'est bien que j'ai mes informations, mais parfois, je préfère rester au minimum parce que comme ça, je vais forcément poser les questions pour lesquelles je crois avoir des réponses préconçues. Bien sûr, oui. Et c'est là où je dis, je pense que l'approche, elle est un peu entre les deux. J'aime bien le côté, c'est comme tu as une partie de cartes et tu as quand même des informations, mais tu dois vérifier ces informations-là. Et même si tu les as, le fait d'avoir cette matière et ce backup, ça te donne, en l'occurrence grâce à l'IA, d'avoir bien préparé tout ce travail en amont et aussi la technicité, ça te permet d'arriver super confortable dans l'échange parce que même si tu vas quand même demander les choses, il faut faire verbaliser le client parce qu'en plus, il y a un côté psychologique où lui, il va se dire, tiens, mais en fait, oui, c'est ça mon problème. Parce que des fois, en te le réexpliquant, il y repense lui-même. Exactement. Donc, il faut en passer par là. Mais par contre, si tu peux éviter de tirer au petit bonheur la chance dans 4 directions différentes et te tromper à 80% du temps parce que tu as eu une bonne préparation, là, tout de suite, ça met un échange et on en revient un peu à ce côté-là. Il y a un côté respect mutuel. Et donc, d'où la force des technico-commerciales qui sont assez technicaux parce que tout de suite, quand ils posent les bonnes questions, ils arrivent à ça, en fait. Exactement. Et des fois, le technico-commercial, je leur dis, surtout quand ils ont un profil technique, laissez le client vous dire, parce que quand il le dit lui-même, et il l'intègre, et ça devient un vrai sujet pour lui. Si c'est vous qui sortez, posez plutôt les questions qui permettent au client d'exprimer sa douleur. C'est ça. Comme ça, il en prend bien conscience, plutôt que de l'exprimer à sa place. Et c'est vrai, quand on a beaucoup de cartes techniques, des fois, on peut pousser le client vers une solution plutôt que de le laisser exprimer sa vraie douleur, son vrai besoin. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. J'aimerais creuser un petit peu. C'est justement dans ces profils-là que tu as pu voir, est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu peux revoir justement sur l'erreur type, celle-là ou peut-être une autre, que les profils techniques ont tendance à faire quand justement ils n'ont pas assez développé la compétence, je dirais, de sales intelligence, une méthodologie. Oui, mais en fait, si tu vas un peu trop vite vers la solution avant d'avoir écouté le problème, c'est tu peux, parce que les gens qui ont un profil technique, des fois, ont tendance à faire des choses qui leur plaisent, et non pas forcément à répondre aux besoins du client. Ils ont tendance à vouloir mettre les super technos en place. Et des fois, on peut... Ils pensent au projet qu'il y a derrière. Ils pensent au projet qu'il y a derrière. Et c'est même pas une question de prix. C'est une question de toucher du bon matériel, de vouloir faire des choses belles. Et ils vont pas forcément justement poser ces questions qu'un commercial aura tendance à poser, plutôt sur le budget, pour essayer de sizer derrière. Et ils vont aller très très loin pousser et peut-être construire une piste aux étoiles. Et le client a juste besoin Parce que l'autre en face, il rêve aussi. Oui, il rêve. Et donc, c'est ça. Le décideur, quand ça va arriver, il y a plein de budget. On a besoin d'un ULM, on a 380. C'est ça. Donc les profils techniques peuvent avoir tendance à construire des très très belles solutions, mais qui sont un petit peu surdimensionnées et pas faire attention à l'équilibre budget besoin et puis solution derrière. Alors que le profil commercial, s'il a été bien formé, il sera plus attentif à ça pour voir quel est le budget disponible. Plus s'intéresser au calendrier de décision, aller voir, parce que on rêve tous de faire du top-down, c'est-à-dire parler aux décideurs et ensuite éventuellement aller parler aux personnes qui sont en charge des projets. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a un profil technique, on va plutôt essayer de faire du bottom-up. C'est-à-dire aller dans sa zone de confort, parler au chef de projet qui a le même langage que nous,
Et ensuite, on a du mal à escalader au niveau C-level, quoi, pour aller décider. Alors que le commercial, lui, souvent, quand il est, en tout cas dans les formations, ce qu'on essaie d'intégrer, c'est il faut identifier le décideur, aller voir quels sont ses enjeux, ses objectifs, et ensuite essayer de jouer avec ça. Yes. Donc, c'est peut-être là qu'il y a peut-être la différence des fois. Le technico-commercial aura tendance à faire du bottom-up, alors que le technico-commercial, mais plutôt qu'avec un profil commercial, qui a appris à il sait que le budget est là-bas, donc je vais aller chercher le décideur. Et ça. T'as dit, on peut en plus, on pourra couper s'il faut. Mais si t'as un exemple un peu, un exemple d'une histoire concret, peut-être toi de ta propre expérience, où justement quand on a eu une histoire où ils étaient partis peut-être comme ça sur un projet très technique avec juste les équipes, que ce soit de l'EDSI, que ce soit de la Sécu, etc. Et qu'au final, ça a pu être débloqué parce que il y a eu une évolution de la posture commerciale d'une personne ou de toi ou dans un secteur. Oui. Alors ça c'est quelque chose qui te vient comme ça. Oui, ça c'est assez courant. En fait, quand j'avais commencé, j'ai travaillé longtemps pour des gros cabinets qui étaient plutôt gros. Et à un moment, j'ai flashé sur une entreprise dont la cible était plutôt des PME. Ok. Donc j'arrive et puis j'ai mon premier rendez-vous. J'ai mon premier rendez-vous avec un client, avec une belle PME, mais une belle ETI. Et moi, j'avais encore ces réflexes des gros cabinets où quasi on fait payer l'avant-vente, quoi. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est ça. Non, on serre la main. Non, mais on fait. Alors on va commencer par un audit qui avait un certain coût. Et ensuite, une fois à l'issue de cet audit-là, on sera capable de vous faire une proposition. Et donc, je déroulais la méthode à laquelle j'étais habitué. Et là, la responsable IT, donc très bienveillante, elle me dit Gervais, on est en train de parler, mais il y a déjà des concurrents qui m'ont déjà envoyé leur propale, quoi. Et donc, je suis rentré, j'ai dit, bon, il faut que je change de méthode. Donc, j'ai un peu utilisé les informations que j'avais déjà disponibles. Et j'ai fait un template d'audit. Et comme ça, je lui ai dit, écoutez, je reviens demain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compresser un peu, cette phase d'audit. Là, je vais vous poser des questions et j'aurai déjà quelques éléments. Et puis à l'issue du rendez-vous, 48 heures après, vous aurez une propale. Est-ce que ça vous va? Et ça a accéléré, ça a accéléré le cycle de vente. Et au final, ça a compressé le cycle de vente. Et au final, j'ai pu signer. Oui, bien sûr. J'ai pu signer. Et alors quand je regarde les outils d'aujourd'hui, on ira encore plus vite. Ah oui, c'est fait. On ira encore plus vite. À l'époque, on faisait des recherches avec les éléments disponibles, mais voilà, c'est des fois il faut être capable de changer de posture, de changer de mindset pour avoir une vente, tout simplement. Parce qu'après, une fois que cette étape était passée d'audit, et le vrai projet arrivait derrière. C'est ça. Et si je passais pas cette étape, j'aurais pas eu le projet derrière. Donc on voit, il y a bien véritablement une transformation et je pense que ça passe aussi, tu l'as dit, c'est important qu'on le signe, de l'état d'esprit et de la volonté. Et peu importe que ce soit dans un sens ou dans l'autre, aujourd'hui justement les outils modernes, soit l'IA ou autre, ils nous permettent d'avoir une évolution, de dire moi j'ai un autre exemple super concret, c'est la relation qu'on a développée avec mon associé. Où typiquement dès le début j'avais le niveau 0 ou 1 de cette industrie-là et j'ai pu par curiosité développer, aller chercher beaucoup d'informations et tester, itérer sur une partie technique qui nous a permis de nous rejoindre pour savoir comment on faisait évoluer le produit. Et de l'autre côté, lui qui était quand même un dev commercial, il ne parlait pas souvent aux clients, mais il est devenu un super sales. Bien sûr. Et parce qu'il s'est mis à pitcher, parce qu'il s'est mis à monter en compétences, il s'est mis à nous écouter et à en plus tremper dans cet ADN de Sharp que nous on porte. Et du coup, il va être trop fier en écoutant ça. Mais je dois dire que il a vraiment eu un parcours, une évolution. D'autant plus qu'en plus nous on le vit en fait, donc on est obligé de
de porter ces techniques-là. Et donc, on a vraiment vu que grâce à ces outils-là et grâce à une volonté, et ça part de là au final, le reste, c'est des vecteurs. C'est ça. On arrive aujourd'hui à mieux le faire qu'avant, mais c'est des vecteurs. Par exemple, ça a été pour nous le fait qu'on se confronte, l'entrepreneuriat, après tu dois prendre 15 casquettes différentes pour tout apprendre à faire. Et donc pour lui, ça a été une évolution commerciale. Pour d'autres profils techniques qui voudraient développer leur intelligence commerciale aujourd'hui, imaginons, et on sait qu'il y a certains marchés qui se tendent dans des secteurs que tu peux ou des entreprises que tu as accompagnées. Toi, tu conseillerais quoi de faire pour commencer à dire, ok, j'ai cette prise de conscience-là, peut-être première étape. Derrière, c'est quoi mon étape pour essayer de monter en compétence et puis apporter à ma vision technique une compétence commerciale. Tu conseillerais quoi? Il y a beaucoup de choses, hein, et je trouve que c'est un bon message que tu envoies à tout l'écosystème et aussi aux jeunes. Aux jeunes, parce que c'est important de savoir que il n'y a rien d'impossible et que la volonté, c'est ce qui fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et premier point, donc, je leur dirais de faire, c'est avoir la volonté de répondre à un besoin. Parce que j'ai vu beaucoup de techniques, de profils techniques qui ne répondaient pas à un besoin, mais qui répondaient à une envie personnelle. D'accord ? Donc, il faut qu'ils développent cette partie d'empathie et d'être capable de se mettre dans les baskets de la personne qu'ils ont en face. Okay ? Donc ça passe par quoi? Ça passe par de l'échange. Commencez par échanger, ne serait-ce qu'autour de vous, ne serait-ce que dans votre environnement avec des personnes qui ont cette mission de commerce ou de communication. Et déjà, vous verrez au final si c'était un rêve ou si c'est un vrai souhait ou une vraie ambition de passer quelque part du côté obscur. C'est ça. Est-ce qu'on y trouve satisfaction, quoi? C'est ça. Est-ce que parce que on peut pas forcer une nature non plus. On peut. Il y a des méthodes, mais la première chose, c'est avoir une volonté. Si on a cette volonté-là, tout est possible. Parce que derrière, c'est une question de travail, c'est une question de remise en cause. C'est une question de briser la glace, d'aller vers les autres. C'est vraiment et après, j'ai envie de dire, ça vient tout seul. Ça vient tout seul une fois qu'on a passé ce cap-là de j'ai envie de répondre à un besoin et non pas j'ai envie de répondre à une envie personnelle. C'est ça. Déjà on a changé de posture. Clairement. Et ça, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais à des profils techniques. Et carrément, j'ajouterais aussi le côté, des fois on aime comme tu dis, de faire écho, et pareil, il y a eu des nouveaux profils, par exemple, qu'on appelle sur le gros hacking, qui aiment la technique pour la technique. Aujourd'hui, c'est encore plus fort avec l'IA, ce qu'on est capable de sortir, d'aller travailler sur des bases, de faire du scoring, d'aller machin, et en espérant qu'on va trouver un angle d'attaque et que, in fine, par X actions différentes, on va faire des séquences qui vont tomber sur des machins, et au final, à la fin, c'est parti un peu dans toutes les directions, on ne sait plus ce qu'on a fait, on ne sait plus pourquoi on l'a fait. Et je pense qu'il faut revenir aussi encore une fois à ce contact-là et trouver plaisir dans le contact, parce que même les profils qui ont une forte expertise, mais derrière, en faisant aussi l'effort de coupler ça avec de l'empathie, de la compréhension et parfois des méthodes simples qu'on peut déployer. Tu as parlé du spin, il y a des choses sur du médic, il y a des patterns qu'on peut mettre en place, des process de suivi, de gestion de projet. Et rien qu'avec cette méthodologie-là, mais en fait, ils multiplient leur force par 10. Quoi. Mais bien sûr, évidemment. Pour aller dans cette direction-là aussi, on a fait le sens du technico qui devient commercial. Et est-ce que tu crois que ça existe aussi, ou ça existe, ou qu'est-ce que tu penses, ou est-ce que c'est possible, le commercial qui lui va plutôt se développer dans une industrie et devenir se spécialiser. Et en particulier, il y a un thème qui est intéressant, je trouve, qui est celui que on a tendance dans les équipes sales à faire monter les meilleurs sales pour devenir manager. Et ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une erreur parce que au final, tu perds ton meilleur sales
Et celui qui a le profil de meilleur sales, c'est pas forcément un bon manager parce qu'il n'a pas les compétences. Et il y a une porte, plutôt une direction qui existe, qui est de dire, mais en fait, au lieu de le sales, de le faire progresser parce qu'il mérite, parce qu'il a bien travaillé, et de le faire évoluer vers du management de grande équipe, pareil dans ce qu'il faisait lui, parce que pour les écueils qu'on a dit, mais peut-être qu'il va gagner en expertise sur un sujet et qu'il va devenir l'expert de ça, il va aller chercher des comptes qui vont être plutôt plus grands, plus accompagnés, etc. Mais par contre, il faut qu'il arrive à apprendre de la technicité. Est-ce que toi, tu penses que ça, c'est une possibilité et c'est quoi ton point de vue sur cet aspect-là? Moi, en termes d'évolution des profils, pour moi, il y a deux types d'évolution. Soit il y a l'évolution horizontale. On va prendre un périmètre de responsabilité plus large, ou bien on va monter sur des comptes à plus forte température. Ou bien il y a l'évolution verticale, où on va plutôt aller sur du management. Et c'est toujours la même histoire. Tout à l'heure, on a parlé d'avoir des grandes oreilles. En interne aussi, toutes nos équipes RH doivent aussi avoir des grandes oreilles et puis d'être capable d'identifier c'est quoi les moteurs de la personne. Est-ce que le moteur de la personne, est-ce que la personne est motivée pour faire du management, ou est-ce que la personne est motivée parce que elle veut plutôt monter en expertise, d'accord ? Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas de vérité. C'est vraiment, ça dépend des profils. Il y a des profils, ce sont des managers. Encore mieux que ça, ce sont des vrais leaders. Leaders, bien sûr. Ce sont des vrais leaders parce que moi, je fais une différence entre le manager et le leader. Et j'adore les leaders. J'adore les leaders parce qu'ils sont dans la mêlée avec nous. Et ensuite, il y a d'autres qui sont quelque part, qui ont un profil plutôt de loup solitaire, mais par contre qui sont très très bons dans leur domaine et qui vont plutôt aller chercher des comptes plus gros, qui demandent plus d'expertise. Et aujourd'hui, dans la technologie, on ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'aime pas. Ah oui. C'est important, bien sûr. C'est impossible. Donc, que ce soit dans la tech, que ce soit dans d'autres domaines, de toute façon, il faut aimer son produit si on veut le vendre. Donc, à un moment, il faut se rapprocher du produit, il faut se rapprocher des profils techniques. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime assez cette approche lorsque moi, je présente la roue de la croissance ou autre. Je dis que d'un côté, il y a l'excellence commerciale, mais il y a aussi l'excellence opérationnelle. Et en fait, on réussira à faire de la croissance si on est capable de mettre ensemble les deux. Clairement. De mettre ensemble les deux, parce qu'effectivement, le commerce va s'occuper de toute la partie prospection, nurturing et autres, jusqu'au closing, mais derrière, il faut qu'il soit capable de faire la passe comme il faut au delivery, pour que le delivery soit capable de bien délivrer, soit capable de bien prendre en charge le projet et que lui puisse faire tout le suivi qui va bien pour que ce client-là devienne ambassadeur et qu'il nous ramène d'autres clients, et c'est comme ça qu'on accélère. Et puis d'évoluer aussi sur des parcs où des fois ils ont pu identifier justement au sein de certains des opportunités avec leurs clients, parce qu'après quand la confiance elle naît, et c'est là la force aussi je pense de ce relationnel-là et de ce que peuvent avoir ces profils de la technique, c'est qu'après ils rentrent comme ça et puis après on fait un échange et puis on se rend compte que punaise, on a travaillé sur un sujet mais il y a un autre sujet qui peut être intéressant, et comme on a déjà commencé à travailler ensemble, qu'on aime travailler ensemble, et ben là j'ai beaucoup apprécié l'approche que tu as dit de sortir un peu de la vente, c'est un tabou, parce qu'au contraire on va rendre des services parce qu'on connaît nos compétences. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent qui arrivent à dire non aussi. Genre ça, c'est pas mon secteur d'activité. Moi, c'est pas mon domaine là-dedans d'expertise. Et peut-être même je peux me mettre en relation avec des gens que je connais, mais voilà mes limites. Et donc derrière, on arrive. Par contre, si c'est possible, là, on peut se taper dans la main et à la fin, on est gagnant-gagnant. Exactement. De toute façon, dans la magie dans le commerce, c'est quand on devient le point d'ancrage du client. Bien sûr. Il a un sujet, il nous a identifié, il nous en parle, même si on ne peut pas y répondre directement, et si on a construit le bon écosystème
parce qu'au final, on tourne quand même souvent sur les mêmes problématiques, hein. Et qu'on a construit le bon écosystème et qu'on maîtrise son écosystème et qu'on est capable de sous-traiter, par contre, de porter l'engagement auprès du client, il est très content parce qu'il sait qu'il a un point d'entrée et qu'il va aller lui chercher la solution et qui va lui garantir le résultat. Et ça, quel que soit notre profil, qu'il soit technique ou commerce au départ, si on a cette envie de rendre service et d'être le point d'entrée du client, on a gagné. On a gagné. Clairement. Et peut-être que l'évolution aussi, donc la perspective, c'est de dire justement grâce aux outils où on sait que on va monter les curseurs de compétences purement techniques comme purement méthodologiques. En fait, demain, on aura quelque chose au milieu où ce qui fait aussi la différence, c'est cette capacité-là de présence d'esprit, d'écoute, de relationnel, de faire le mettre en plus. Et d'autant plus avec les enjeux que peut apporter la révolution que c'est l'IA et les usages qu'on a pu commencer à mettre en place avec les exemples qu'on a pu développer nous dans notre partenariat. On a une évolution claire du modèle. Comment, et on finira, ce sera la dernière question, une question un peu ouverte et de rêve. Comment tu vas, toi, le technico-commercial de demain? On est dans 3 ans, il y a eu un déploiement plus fort dans les entreprises de ces outils-là d'IA et des méthodologies. Et toi, tu as un recrutement à faire pour un de tes clients. C'est quoi le technico-commercial de demain? Tu vas chercher quoi chez lui? Alors, moi, ce que je vais chercher chez lui, c'est quelles que soient les évolutions technologiques qui arrivent, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute. À l'écoute avec de l'empathie et qui a envie de rendre service. Moi, et à partir du moment où la personne a ses compétences, le reste, on peut travailler. La personne veut rendre service à son client, à l'écoute, la curiosité, que s'il a un profil plutôt commercial, il faut qu'il ait de la curiosité pour la technologie. Bien sûr. Il faut qu'il fasse un pas vers la techno, et s'il a un profil technique, il faut qu'il fasse un pas vers les éléments budget, cycle de décision, et l'écoute, des personnes déjà. Quand une personne arrive avec la volonté et l'écoute, on en revient au soft skill en fait. C'est ça. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais tu sais que tu parlais tout à l'heure des gros hackers qui nous font des super scénarios. Moi, je lui dis, fais-moi le scénario le plus court dans les outils de séquence. Accélère le moment où on va décrocher le téléphone, on va parler. Voilà. C'est clair. Accélère-moi ça. Et le commercial, quand il aura fait son rendez-vous, si on est dans un secteur qui le permet, plutôt small business, qu'ils prennent l'heure qui suit pour faire le tour de la zone. Voilà. Et si possible de manière intelligente. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait il y a la fonctionnalité. Cette fonctionnalité. Et ça, on reste sur les bases. On est sur le terrain. Tu vois. Et je pense que peut-être c'est ça derrière, c'est de se dire, justement, on va dégager. Je reprends ton histoire où on partait sur des énormes audits et en fait, c'était pas forcément adapté. Et peut-être qu'on peut voir aussi ces outils-là pour aller couper du temps sur les choses qui sont de production pure, pour passer plus de temps à être avec ses clients, discuter, voir les problématiques et le technico-commercial de demain, mais en fait, il est ni technico ni commercial, il est accompagné par l'outil, par le vecteur outil, pour avoir son relationnel qui est au service de la performance de son entreprise et aussi surtout de son client. De son client, oui. Et de sa performance individuelle aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, quand le client le permet, bien sûr, et qu'on est capable d'enregistrer l'entretien qu'on a, mais le temps qu'on gagne, c'est fou. Mais aussi l'attention qu'on gagne, parce que on est à l'écoute du client. C'est un super exemple. On est à l'écoute du client et on peut échanger avec le client. On n'est pas en train de prendre des notes, on n'a pas un ordinateur entre nous et le client. Donc,
Et ça, il faut en bénéficier. Ouais, ça... En ayant demandé l'accord du client, bien sûr. Oui, non, mais je pense que tout le monde entend qu'il y a un intérêt commun. Ouais. Et en fait, c'est vraiment je pense qu'on en revient à less is more. Parce qu'au final, on va arriver à un niveau où on a plus de technologies qui nous permettent d'avoir moins de technologies. Exactement. Franchement, super. Merci beaucoup, Gervais. C'était très, très cool. Ouais, merci à toi. Tu as passé un moment. Moi, je me suis régalé. Et puis, écoute, on va bientôt publier ça. On le partagera. En tout cas, c'était vraiment top d'avoir ton expertise. Je pense que beaucoup de gens vont en bénéficier. On garde vraiment ces conseils qui ont été partagés ouvertement, mais avec, je pense, derrière des réflexions qui sont ouvertes. Et en ce moment, peut-être plus que d'habitude, il y a une vraie ouverture philosophique au niveau de qu'est-ce qu'on va être demain, comment on va évoluer. Et je pense, on le sait, c'est les valeurs qu'on porte et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. C'est la valeur, elle est dans les personnes. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.